Fils de formation, Alan Frey s'est intéressé par curiosité à la recherche sur les micro-ondes en 1960. Employé au Centre d'électronique avancée de la General Electric Company à l'université de Cornell, il explorait alors la manière dont les champs électrostatiques affectent le système nerveux d'un animal. Il expérimentait les effets biologiques des ions dans l'air. À la fin de cette année-là, alors qu'il assistait à une conférence, il a rencontré un technicien du centre d'essai des radars de la General Electric à Syracuse qui a dit à Frey qu'il pouvait entendre le radar. Il était plutôt surpris, se souviendra Frey plus tard. Lorsque je lui ai demandé s'il voulait bien m'emmener sur un site et me faire entendre le radar, il semblait que j'étais le premier à qui il en avait parlé, sans que sa déclaration ne soit rejetée d'emblée. L'homme emmena Frey sur son site de travail, près du dôme radar à Syracuse. Et quand je me suis promené là-bas, et que je suis monté pour me placer en marge du faisceau pulsé, je l'ai entendu aussi, se souvient Frey. J'entendais le radar faire zip, zip, zip. Cette rencontre fortuite a déterminé le cours futur de la carrière de Frey. Il a quitté son emploi chez General Electric et a commencé à faire des recherches à plein temps sur les effets biologiques des radiations micro-ondes. En 1961, il a publié son premier article sur la perception auditive des micro-ondes, un phénomène aujourd'hui pleinement reconnu, bien qu'il ne soit pas encore entièrement expliqué. Il a passé les 2 décennies suivantes à faire des expériences sur des animaux afin de déterminer les effets des micro-ondes sur le comportement et de préciser leurs effets sur le système auditif, les yeux, le cerveau, le système nerveux et le cœur. Il a découvert l'effet délétère sur la barrière hémato-encéphalique, un dommage alarmant du bouclier protecteur qui empêche les bactéries, les virus et les produits chimiques toxiques d'atteindre le cerveau, un dommage qui se produit à des niveaux de radiation bien inférieurs à ceux émis par les téléphones portables d'aujourd'hui. Il a prouvé que les nerfs, lorsqu'ils sont activés, émettent eux-mêmes des impulsions de rayonnement dans le spectre infrarouge. Tous les travaux pionniers de Frey ont été financés par l'Office de la recherche navale et l'armée américaine. Lorsque les scientifiques de l'Union soviétique ont commencé à signaler qu'ils pouvaient modifier le rythme cardiaque à volonté grâce aux micro-ondes, Frey s'est intéressé tout particulièrement à la question. Madame Levitina, à Moscou, avait découvert qu'elle pouvait soit accélérer le rythme cardiaque d'un animal, soit le ralentir selon la partie du corps de l'animal qu'elle irradiait. L'irradiation de l'arrière de la tête d'un animal accélérait son rythme cardiaque, tandis que l'irradiation de l'arrière de son corps ou de son estomac le ralentissait. Frey, dans son laboratoire en Pennsylvanie, a décidé de pousser cette recherche un peu plus loin. En se basant sur les résultats russes et sur ses connaissances en physiologie, il a prédit que s'il utilisait de brèves impulsions de rayonnement micro-ondes, synchronisées avec le battement du cœur et synchronisées pour coïncider précisément avec le début de chaque battement, il provoquerait l'accélération du cœur et pourrait perturber son rythme. Cela a fonctionné comme par magie. Il a d'abord tenté l'expérience sur les cœurs isolés de 22 grenouilles différentes. Le rythme cardiaque a augmenté à chaque fois. Dans la moitié des cœurs, des arythmies se sont produites et dans certaines des expériences, le cœur s'est arrêté. La densité de puissance moyenne n'était que de 6 dixièmes de microwatts par centimètre carré, soit environ 10 000 fois moins que les radiations que le cœur d'une personne absorberait aujourd'hui si elle gardait un téléphone portable dans la poche de sa chemise lorsqu'elle téléphone. Les effets démontrés par Frey se produisent parce que le cœur est un organe électrique et que les impulsions de micro-ondes interfèrent avec le régulateur cardiaque. Mais en plus de ces effets directs, il existe un problème plus fondamental. Le rayonnement micro-ondes et l'électricité en général privent le cœur d'oxygène en raison d'effets au niveau cellulaire. Ces effets ont été découverts bizarrement par une équipe dont faisait partie Paul Dudley White, dont nous avons déjà parlé un petit peu plus tôt. Dans les années 1940 et 1950, alors que les soviétiques commençaient à décrire comment les ondes radio provoquaient la neurasthénie chez les travailleurs, l'armée américaine étudiait la même maladie chez les recrues militaires. La mission confiée au docteur Mendel Cohen et à ses associés en 1941 consistait à déterminer pourquoi tant de soldats ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale se déclaraient malades en raison de symptômes cardiaques. Bien que leur recherche ait donné lieu à un certain nombre d'articles succincts dans des revues médicales, l'essentiel de leur travail a consisté en un rapport de 150 pages qui a été longtemps oublié.
Il a été rédigé pour le comité de la recherche médicale de l'Office de la recherche scientifique et du développement, un office créé par le président Roosevelt pour coordonner la recherche scientifique et médicale liée à l'effort de guerre. La seule copie que Arthur Firstenberg a retrouvée aux États-Unis se trouvait sur un rouleau de microfilm en déclin, enterré dans les établissements de la National Library of Medicine en Pennsylvanie. Contrairement à leurs prédécesseurs depuis l'époque de Sigmund Freud, cette équipe médicale a non seulement pris au sérieux ses plaintes de type anxiété, mais elle a également cherché et trouvé des anomalies physiques chez la majorité de ses patients. Ils ont préféré appeler cette maladie asthénie neurocirculatoire plutôt que neurasthénie, cœur irritable, syndrome de l'effort ou névrose d'angoisse, comme on l'appelait depuis les années 1860. Mais les symptômes auxquels ils étaient confrontés étaient les mêmes que ceux décrits pour la première fois par George Miller Bird en 1869. Retournez au chapitre 5 pour plus d'informations sur ce personnage. Bien que cette équipe se soit concentrée sur le cœur, les 144 soldats enrôlés dans leur étude présentaient également des symptômes respiratoires, neurologiques, musculaires et digestifs. Leurs patients typiques, en plus d'avoir des palpitations cardiaques, des douleurs à la poitrine et un essoufflement, étaient nerveux, irritables, tremblants, faibles, déprimés et épuisés. Ils ne pouvaient pas se concentrer, perdaient du poids et étaient atteints d'insomnie. Ils se plaignaient de maux de tête, d'étourdissements, de nausées et souffraient parfois de diarrhée ou de vomissements. Pourtant, les tests de laboratoire standards, analyse de sang, analyse d'urine, radiographie, électrocardiogramme et électroencéphalogramme, étaient généralement dans les normes. Cohen, qui dirigeait la recherche, y apportait une ouverture d'esprit. Élevé en Alabama et formé à Yale, il était alors un jeune professeur à la Harvard Medical School. Il remettait déjà en question la vision transmise et provoquait l'une des premières étincelles de ce qui allait être une révolution dans le domaine de la psychiatrie. Car il eut le courage de qualifier la psychanalyse freudienne de culte dès les années 1940, lorsque ses praticiens exerçaient un contrôle sur toutes les institutions universitaires, capturaient l'imagination d'Hollywood et touchaient à tous les aspects de la culture américaine. Paul White, l'un des deux enquêteurs en chef, l'autre étant le neurologue Stanley Cobb, connaissait déjà l'asthénie neurocirculatoire grâce à son cabinet de cardiologie civile et il pensait, contrairement à Freud, qu'il s'agissait d'une véritable maladie physique. Sous la direction de ces trois personnes, l'équipe a confirmé que c'était bien le cas. En utilisant les techniques disponibles dans les années 1940, ils ont accompli ce que personne n'avait pu faire au XIXe siècle, lorsque l'épidémie a commencé. Ils ont démontré de façon irréfutable que la neurasthénie avait une cause physique et non psychologique. Et ils ont donné à la communauté médicale une liste de signes objectifs permettant de diagnostiquer la maladie. On sait depuis longtemps que les personnes souffrant de troubles circulatoires ont des capillaires anormaux qui se remarquent plus facilement au bord des ongles, sur le pli de la peau, à la base des ongles. L'équipe de Mr. White trouvait régulièrement de tels capillaires anormaux chez ces patients atteints d'asthénie neurocirculatoire. Ils ont découvert que ces patients étaient hypersensibles à la chaleur, à la douleur et de manière significative à l'électricité. Ils éloignaient par réflexe leurs mains des décharges électriques d'une intensité beaucoup plus faible que celle des personnes normales en bonne santé. Lorsqu'on leur a demandé de courir sur un tapis roulant en pente pendant 3 minutes, la majorité de ces patients n'ont pas pu le faire. En moyenne, ils ne tenaient qu'1 minute et demie. Leur rythme cardiaque après un tel exercice était excessivement rapide, leur consommation d'oxygène pendant l'exercice était anormalement faible, et plus important encore, leur rendement ventilatoire était anormalement bas. Cela signifie qu'ils utilisaient moins d'oxygène et expiraient moins de dioxyde de carbone qu'une personne normale, même lorsqu'ils respiraient la même quantité d'air. Pour compenser, ils respiraient plus d'air rapidement qu'une personne en pleine santé et ne pouvaient malgré tout pas continuer à courir parce que leur corps n'avait pas encore assez d'oxygène. Une marche de 15 minutes sur le même tapis roulant a donné des résultats similaires. Tous les sujets ont pu accomplir cette tâche plus facile. Cependant, en moyenne, les patients atteints d'asthénie neurocirculatoire respiraient 15% d'air en plus par minute que les volontaires en bonne santé pour consommer la même quantité d'oxygène. Et bien qu'en respirant plus vite, les patients atteints d'asthénie neurocirculatoire aient réussi à consommer la même quantité d'oxygène que les volontaires sains.
Ils avaient 2 fois plus d'acide lactique dans leur sang, ce qui indiquait que leurs cellules n'utilisaient pas cet oxygène efficacement. Par rapport aux personnes en bonne santé, les personnes atteintes de ce trouble étaient capables d'extraire moins d'oxygène à partir d'une même quantité d'air et leurs cellules étaient capables de fournir moins d'énergie à partir d'une quantité équivalente. Les chercheurs ont conclu que ces patients souffraient d'un trouble du métabolisme aérobie. En d'autres termes, quelque chose n'allait pas avec leurs mitochondries, les centrales électriques de leurs cellules. Les patients se sont plaints à juste titre de ne pouvoir bénéficier d'une quantité d'air suffisante. Cela privait tous leurs organes d'oxygène et causait à la fois leurs symptômes cardiaques et leurs autres troubles invalidants. Les patients souffrant d'asthénie neurocirculatoire étaient par conséquent incapables de retenir leur respiration pendant une période de temps normale, même en respirant de l'oxygène. Pendant les 5 années d'études de l'équipe de Cohen, plusieurs types de traitements ont été tentés avec différents groupes de patients. Testostérone oral, dose massive d'un complexe de vitamine B, thiamine, cytochrome C, psychothérapie et un cours d'entraînement physique sous la direction d'un entraîneur professionnel. Aucun de ces programmes n'a apporté d'amélioration des symptômes ou de l'endurance. Nous concluons, écrivait l'équipe en juin 1946, que l'asthénie neurocirculatoire est une condition qui existe réellement et qui n'a pas été inventée par les patients ou les médecins. Il ne s'agit pas d'une simulation ni d'un mécanisme mis en place en temps de guerre pour échapper au service militaire. Ils se sont opposés au terme de névrose d'angoisse, utilisé par Freud parce que l'anxiété était manifestement le résultat, et non la cause, des effets physiques profonds de l'incapacité à respirer suffisamment d'air. En fait, ces chercheurs ont quasi réfuté la théorie selon laquelle la maladie était causée par le stress ou l'anxiété. Elle n'était pas causée par l'hyperventilation. Leurs patients n'avaient pas un taux élevé d'hormone du stress, la 17-cétostéroïde, dans leurs urines. Une étude de suivi d'une durée de 20 ans sur des civils souffrant d'asthénie neurocirculatoire a révélé que ces personnes ne développaient généralement aucune des maladies qui sont censées être causées par l'anxiété, comme l'hypertension, l'ulcère gastro-duodénal, l'asthme ou la colite ulcéreuse. Cependant, elles présentaient des électrocardiogrammes anormaux qui indiquaient que le muscle cardiaque manquait d'oxygène et qui était parfois impossible à distinguer des électrocardiogrammes de personnes souffrant d'une véritable maladie coronarienne ou de dommages structurels avérés au cœur. Le lien avec l'électricité était établi par les soviétiques. Dans les années 1950, 1960 et 1970, les chercheurs soviétiques ont décrit des signes et des symptômes physiques et des modifications de l'électrocardiogramme identiques à ceux que White et d'autres avaient signalés pour la première fois dans les années 1930 et 1940, causés par les ondes radio. Les modifications de l'ECG, l'électrocardiogramme, indiquaient à la fois des troubles de la conduction et une insuffisance d'oxygène au niveau du cœur. Les scientifiques soviétiques, en accord avec l'équipe de Cohen et White, ont conclu que ces patients souffraient d'un défaut du métabolisme aérobie. Quelque chose n'allait pas avec les mitochondries de leurs cellules. Ils ont découvert la nature de ce défaut. Plusieurs scientifiques ont prouvé que le fonctionnement de la chaîne de transport des électrons, les enzymes mitochondriaux qui extraient l'énergie de notre nourriture, est diminué non seulement chez les animaux exposés aux ondes radio, mais aussi chez les animaux exposés aux champs magnétiques des lignes électriques ordinaires. La première guerre, au cours de laquelle le télégraphe a été largement utilisé, la guerre de sécession américaine, a également été la première où le cœur irritable a été une maladie importante. Un jeune médecin du nom de Jacob d'Acosta, médecin en visite dans un hôpital militaire de Philadelphie, a décrit le patient typique. L'exposition à l'électricité durant cette guerre était universelle. Lorsque la guerre civile a éclaté en 1861, les côtes Est et Ouest n'étaient pas encore interconnectées. Et la plus grande partie du pays à l'ouest du Mississippi n'était pas encore desservie par des lignes télégraphiques. Mais pendant cette guerre, chaque soldat, du moins du côté de l'Union, avait et campait près de ces lignes. Parce que les symptômes caractéristiques d'un cœur irritable étaient présents dans toutes les armées des États-Unis et attiraient l'attention de tant de leurs médecins, d'Acosta était perplexe quant au fait que personne n'ait décrit une telle maladie dans aucune guerre précédente. Mais les communications télégraphiques n'avaient jamais été utilisées à un tel degré pendant la guerre.
Dans les livres bleus britanniques de la guerre de Crimée, un conflit qui a duré de 1853 à 1856, d'Acosta a trouvé 2 références concernant l'admission de certains soldats dans les hôpitaux pour des palpitations, et il a trouvé des indices possibles de ce même problème signalé en Inde pendant la rébellion indienne de 1857 à 1858. Ce sont également les 2 seuls conflits antérieurs à la guerre de sécession au cours desquels des lignes télégraphiques ont été installées pour relier les quartiers généraux de commandement aux unités de troupes. D'Acosta a écrit qu'il a cherché dans les documents médicaux de nombreux conflits antérieurs et n'a pas trouvé le moindre indice d'une telle maladie avant la guerre de Crimée. Au cours des décennies suivantes, l'irritabilité cardiaque a suscité relativement peu d'intérêt. Elle a été signalée parmi les troupes britanniques en Inde et en Afrique du Sud et occasionnellement parmi les soldats d'autres nations. Mais le nombre de cas était faible. Même pendant la guerre civile, ce que d'Acosta considérait comme commun ne représentait pas un grand nombre de cas selon les normes actuelles. À son époque, où les maladies cardiaques étaient pratiquement inexistantes, l'apparition de 1200 cas de douleurs thoraciques pour 2 millions de jeunes soldats a autant attiré son attention qu'un récif inconnu, qui se serait soudainement matérialisé sur une voie maritime très fréquentée, troublant la surface d'une mer par ailleurs calme, une mer qui n'a pas été davantage perturbée jusqu'en 1914. Mais peu après la déclaration de la Première Guerre mondiale, à une époque où les maladies cardiaques étaient encore rares dans la population générale et où la cardiologie n'existait même pas en tant que spécialité médicale distincte, les soldats ont commencé à se plaindre de maladies avec douleurs thoraciques et essoufflement, non pas par centaines, mais par dizaines de milliers. Sur les 6,5 millions de jeunes hommes qui ont combattu dans l'armée et la marine britannique, plus de 100 000 ont été réformés et ont reçu une pension avec un diagnostic de maladie cardiaque. La plupart de ces hommes avaient un cœur irritable, également appelé syndrome de d'Acosta ou syndrome de l'effort. Dans l'armée américaine, ces cas étaient tous répertoriés sous la rubrique troubles valvulaires du cœur et constituaient la 3e cause médicale la plus fréquente de renvoi de l'armée. La même maladie s'est produite également dans l'armée de l'air, mais était presque toujours diagnostiquée comme mal de l'air, que l'on pensait être causée par une exposition répétée à une pression d'oxygène réduite à haute altitude. Des rapports similaires sont venus d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie et de France. Le problème était si vaste que le médecin-chef des États-Unis a ordonné que 4 millions de soldats s'entraînant dans les camps de l'armée subissent des examens cardiaques avant d'être envoyés à l'étranger. Le syndrome de l'effort était de loin le trouble le plus courant rencontré et transcendait en intérêt et en importance toutes les autres affectations cardiaques combinées, a déclaré l'un des médecins examinateurs, Lewis Conner. Certains soldats durant cette guerre ont développé un syndrome d'effort après un impact d'obus ou une exposition à des gaz toxiques. Beaucoup d'autres n'avaient pas de tels antécédents. Tous cependant étaient partis au combat en utilisant une nouvelle forme de communication. Le Royaume-Uni a déclaré la guerre à l'Allemagne le 4 août 1914, 2 jours après que l'Allemagne ait envahi son allié, la France. L'armée britannique a commencé à embarquer pour la France le 9 août et a continué vers la Belgique, atteignant la ville de Mons le 22 août, sans l'aide du radiotélégraphe. Pendant son séjour à Mons, un appareil radio mobile de 1500 watts ayant une portée de 95 à 125 km a été fourni aux troupes de transmission de l'armée britannique. C'est pendant la retraite de Mons que de nombreux soldats britanniques ont commencé à souffrir de douleurs thoraciques, d'essoufflement, de palpitations, de rythme cardiaque rapide et qu'ils ont été renvoyés en Angleterre pour être examinés en vue d'une éventuelle maladie cardiaque. L'exposition à la radio était universelle et intense. Une radio portable dorsale avec une portée de 8 km était utilisée sur le front par l'armée britannique dans toutes les tranchées. Chaque bataillon transportait 2 appareils de ce type, chacun ayant 2 opérateurs en première ligne avec l'infanterie. À 100 ou 200 mètres, à l'arrière avec la réserve, se trouvaient 2 autres postes et 2 autres opérateurs. 1,5 km plus loin, au quartier général de la brigade, se trouvait un poste radio plus imposant. 2,5 km plus loin, au quartier général de la division, un poste de 500 watts et 10 km plus loin, au quartier général de l'armée, un fourgon radio de 1500 watts avec un mât en acier de 37 mètres et une antenne de type parapluie. Chaque opérateur relayait les messages télégraphiques reçus devant ou derrière lui. Toutes les divisions et brigades de cavalerie se voyaient attribuer des fourgons radio et des appareils à dos. Les éclaireurs de la cavalerie portaient des postes spéciaux directement sur leurs chevaux appelés Whisker Wireless, en raison des antennes qui se dressaient sur les flancs des chevaux, comme les piquants d'un porc-épic. Certains avions transportaient des postes de radio légers,
utilisant des pièces métalliques de l'avion comme antenne. Les Zeppelin de guerre allemande et les dirigeables français transportaient des appareils beaucoup plus puissants, et le Japon avait des radios dans ses ballons de guerre. Les postes de radio sur les navires permettaient d'étendre les lignes de front naval en formation de 300 à 500 km de long. Même les sous-marins, lorsqu'ils naviguaient sous la surface, déployaient un petit mât ou un jet d'eau isolé comme antenne pour les messages radio codés qu'ils diffusaient et recevaient. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le cœur irritable, appelé aujourd'hui l'asthénie neurocirculatoire, est revenu en force. Le radar a rejoint la radio pour la première fois dans cette guerre, et il était lui aussi universel et intense. Comme des enfants avec un nouveau jouet, chaque nation en a imaginé autant d'applications possibles. La Grande-Bretagne, par exemple, a doté ses côtes de centaines de radars d'alerte avancés, émettant chacun plus d'1 demi-million de watts et a équipé ses avions de puissants radars capables de détecter des objets aussi petits qu'un périscope de sous-marin. Plus de 2000 radars portables, accompagnés de pylônes portables de 30 mètres de haut, ont été déployés par l'armée britannique. 2000 autres radars ont aidé les canons antiaériens à suivre et abattre les avions ennemis. Les navires de la Royal Navy disposaient de radars de surface d'une puissance allant jusqu'à 1 million de watts, ainsi que de radars de surveillance aérienne et des radars à micro-ondes détectant les sous-marins et étaient utilisés pour la navigation. Les Américains ont déployé 500 radars d'alerte avancés à bord de navires et des radars d'alerte supplémentaires à bord d'avions, chacun ayant une puissance d'1 million de watts. Ils ont utilisé des radars portables sur les plages de débarquement et les aérodromes du Pacifique Sud, ainsi que des milliers de radars à micro-ondes à bord des navires, des avions et des dirigeables de la marine. De 1941 à 1945, le laboratoire des radiations du Massachusetts Institute of Technology a été occupé par ses dirigeants militaires pour développer une centaine de types de radars différents pour diverses utilisations pendant la guerre. Les autres nations ont mis en place des installations radars avec la même vigueur sur Terre, en mer et dans les airs. C'est pendant cette guerre que le premier programme rigoureux de recherche médicale a été mené sur les soldats atteints de cette maladie. À cette époque, le terme proposé par Freud, la névrose d'angoisse, s'était déjà imposé parmi les médecins de l'armée. Les membres de l'armée de l'air qui présentaient des symptômes cardiaques recevaient désormais un diagnostic de lack of moral fiber, ce qui signifie manque de force morale. L'équipe de Cohen était composée de psychiatres. Mais à leur surprise, et guidés par le cardiologue Paul White, ils ont trouvé des preuves objectives d'une véritable maladie dont ils ont conclu qu'elle n'était pas causée par l'anxiété. En grande partie grâce au prestige de cette équipe, la recherche sur l'asthénie neurocirculatoire s'est poursuivie aux États-Unis tout au long des années 1950, en Suède, en Finlande, au Portugal et en France dans les années 1970 et 1980, et même en Israël et en Italie dans les années 1990. Bien que la domination des Freudiens ait diminué, ils ont laissé une marque indélébile non seulement sur la psychiatrie mais sur toute la médecine. Aujourd'hui en Occident, seule l'étiquette angoisse subsiste et les personnes présentant les symptômes d'une asthénie neurocirculatoire reçoivent automatiquement un diagnostic psychiatrique et très probablement un sac en papier dans lequel elles peuvent respirer. Ironiquement, Freud lui-même, bien qu'il ait inventé le terme névrose d'angoisse, pensait que ces symptômes n'étaient pas d'origine mentale, ni se prêtaient à une psychothérapie, disait-il. Pendant ce temps, un flot ininterrompu de patients envahit les cabinets médicaux, souffrant d'épuisement inexpliqué, souvent accompagnés de douleurs thoraciques, d'essoufflement, et quelques médecins courageux continuent d'insister obstinément sur le fait que les problèmes psychiatriques ne peuvent pas les expliquer tous. Selon la littérature publiée, toutes ces maladies, asthénie neurocirculatoire, maladie des ondes radio, troubles d'angoisse, syndrome de fatigue chronique et encéphalomyélite myalgique, prédisposent à des niveaux élevés de cholestérol sanguin et comportent tout un risque accru de décès par maladie cardiaque. Le défaut fondamental de cette maladie aux nombreux noms est que bien qu'une quantité suffisante d'oxygène et de nutriments atteignent les cellules, les mitochondries, qui sont les centrales électriques des cellules, elles ne peuvent pas utiliser efficacement cet oxygène et ces nutriments, et que l'énergie produite n'est pas suffisante pour satisfaire les besoins du cœur, du cerveau, des muscles et des organes. Cela prive le corps entier, y compris le cœur, d'oxygène, ce qui peut finalement endommager le cœur. En outre, ni les glucides ni les lipides ne sont utilisés efficacement par les cellules, ce qui entraîne l'accumulation de sucre inutilisé dans le sang, conduisant au diabète,
ainsi qu'au dépôt de lipides inutilisés dans les artères. Et nous avons une bonne idée de l'endroit précis où se trouve le problème. Les personnes atteintes de cette maladie souffrent d'une activité réduite d'une enzyme contenant de la porphyrine appelée cytochrome oxydase, qui réside dans les mitochondries et qui transmet les électrons de la nourriture que nous mangeons à l'oxygène que nous respirons. Son activité est altérée dans toutes les formes de cette maladie. Un dysfonctionnement des mitochondries a été relevé dans le syndrome de fatigue chronique et dans les troubles d'angoisse. Les biopsies musculaires effectuées chez ces patients montrent une activité réduite de la cytochrome oxydase. L'altération du métabolisme du glucose est bien connue dans le cas du mal des ondes, tout comme l'altération de l'activité de la cytochrome oxydase chez les animaux exposés à des niveaux d'ondes même extrêmement faibles. Et les symptômes neurologiques et cardiaques de la porphyrie sont largement imputés à une déficience de la cytochrome oxydase et du cytochrome C, les enzymes de respiration contenant l'hème. Récemment, la zoologiste Nilima Kumar de l'université de Punjab en Inde a prouvé avec élégance que la respiration cellulaire peut être arrêtée chez les abeilles simplement en les exposant à un téléphone portable pendant 10 minutes. La concentration totale de glucides dans leur hémolymphe, le nom du sang des abeilles, est passée de 1,29 à 1,5 mg par millilitre. Il en est de même pour le glucose, qui augmenta au fur et à mesure. De même pour les lipides. De même pour le cholestérol. De même pour les protéines. Toutes augmentèrent. En d'autres termes, après seulement 10 minutes d'exposition à un téléphone portable, les abeilles ne pouvaient pratiquement plus métaboliser les sucres, les protéines ou les graisses. Les mitochondries sont essentiellement les mêmes chez les abeilles que chez les humains, mais comme leur métabolisme est beaucoup plus rapide, les champs électriques affectent les abeilles beaucoup plus vite. Au XXe siècle, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, un déluge de produits chimiques toxiques et de champs électromagnétiques a commencé à perturber considérablement la respiration de nos cellules. Nous savons, grâce aux travaux de l'Université de Columbia, que même d'infimes champs électriques modifient la vitesse de transport des électrons et de la cytochrome oxydase. Les chercheurs Martin Blank et Reba Goodman ont pensé que l'explication résidait dans les principes physiques les plus fondamentaux. Les champs électromagnétiques, écrivait-il en 2009, agissent dans une réaction comme une force qui fait concurrence aux forces chimiques. C'est le physiologiste anglais John Scott Haldane qui, le premier dans son livre classique Respiration, a suggéré que le cœur du soldat n'était pas causé par l'anxiété, mais par un manque chronique d'oxygène. Mendel Cohen, dont nous avons parlé plus tôt, démontra que ce défaut ne provenait pas des poumons, mais des cellules. Ces patients engouffraient continuellement de l'air, non pas parce qu'ils étaient névrosés, mais parce qu'ils n'en avaient vraiment pas assez. On aurait aussi bien pu les mettre dans une atmosphère qui ne contenait que 15% d'oxygène au lieu de 21, ou les élever à une altitude de 4500 mètres. Leur poitrine faisait mal et leur cœur battait vite, non pas par panique, mais parce qu'ils étaient assoiffés d'air. Et leur cœur avait besoin d'oxygène, non pas parce que leurs artères coronaires étaient bloquées, mais parce que leurs cellules ne pouvaient pas utiliser pleinement l'air qu'elles respirent. Ces patients n'étaient pas des cas psychiatriques, ils étaient des avertissements pour l'humanité. En effet, la même chose arrivait dans la population civile. Elle aussi était lentement asphyxiée et la pandémie des maladies cardiaques en cours dans les années 1950 en était une conséquence. Même chez les personnes ne souffrant pas d'une déficience en porphyrine, les mitochondries de leurs cellules luttaient encore, à un degré moindre, pour métaboliser les glucides, les lipides et les protéines. Les graisses non brûlées, ainsi que le cholestérol qui transporte ces graisses dans le sang, se déposaient sur les parois des artères. Les humains et les animaux n'étaient pas capables de solliciter leur cœur aussi fort qu'auparavant, sans montrer des signes de tension et de maladie. Le corps est le plus touché lorsqu'il est poussé à ses limites, par exemple chez les athlètes et les soldats en temps de guerre. La véritable histoire est racontée par d'étonnantes statistiques, nous dit l'auteur. Lorsqu'Arthur Firstenberg a commencé ses recherches, il n'avait que les données de Samuel Milham, dont nous avons parlé au début de ce chapitre. Milham avait constaté une très grande différence entre les taux de maladies rurales des 5 États les moins électrifiés et ceux des 5 États les plus électrifiés en 1940. Donc, Arthur Firstenberg voulait voir ce qui se passerait s'il calculait les taux pour l'ensemble des 48 États, ce qu'il reporta dans un graphique. Il a cherché les taux de mortalité ruraux dans les recueils des statistiques des recensements des États-Unis. Plus un État est électrifié, c'est-à-dire plus il y a de ménages ruraux qui ont l'électricité, plus il y a de maladies cardiaques dans ce milieu.
la prévalence des maladies cardiaques en milieu rural était proportionnelle au nombre de ménages ayant l'électricité. Les maladies cardiaques ont augmenté régulièrement avec l'électrification, comme nous le voyons dans le livre sur les différentes figures, et cela atteint un pic lorsque l'électrification rurale a approché 100% au cours des années 1950. Les taux de maladies cardiaques se sont ensuite stabilisés pendant 3 décennies et ont commencé à diminuer à nouveau, ou du moins c'est ce qu'il semble à première vue. Mais en y regardant de plus près, on découvre la vérité. Il ne s'agit là que des taux de mortalité. Le nombre de personnes souffrant de maladies cardiaques, le taux de prévalence, a en fait continué à augmenter et continue d'augmenter aujourd'hui. La mortalité a cessé d'augmenter dans les années 1950 en raison de l'introduction des anticoagulants comme l'héparine et plus tard l'aspirine, à la fois pour traiter les crises cardiaques et pour les prévenir. Dans les décennies suivantes, l'utilisation plus agressive des anticoagulants, des médicaments pour abaisser la pression artérielle, des pontages cardiaques, des angioplasties par ballonnet, des stents coronaires, des stimulateurs cardiaques et même des transplantations cardiaques a simplement permis à un nombre toujours croissant de personnes atteintes de maladies cardiaques de rester en vie. Mais le nombre de crises cardiaques ne diminue pas pour autant. Il y en a davantage. L'étude Framingham sur les maladies cardiaques a montré qu'à tout âge, le risque de subir une première crise cardiaque était essentiellement le même dans les années 1990 que dans les années 1960. En donnant aux gens des statines pour abaisser leur cholestérol, les médecins pensaient qu'ils allaient sauver les gens d'une obstruction des artères, ce qui supposait automatiquement un cœur plus sain. Cela n'a pas été le cas. Dans une autre étude, des scientifiques participant à l'enquête sur les maladies cardiaques du Minnesota ont découvert en 2001 que bien que moins de patients hospitalisés soient diagnostiqués comme souffrant de maladies coronariennes, plus de patients étaient diagnostiqués comme souffrant de douleurs thoraciques liées au cœur. En fait, entre 1985 et 1995, le taux d'angine de poitrine avait augmenté de 56% chez les hommes et de 30% chez les femmes. Le nombre de personnes souffrant d'insuffisance cardiaque congestive a également continué à augmenter régulièrement. Les chercheurs de la clinique Mayo ont examiné 2 décennies de leur dossier et ont découvert que l'incidence de l'insuffisance cardiaque était 8,3% plus élevée au cours de la période 1996-2000 qu'elle ne l'avait été au cours de la période 1979-1984. Les jeunes, comme l'ont affirmé les 3000 médecins préoccupés qui ont signé l'appel de Fribourg, connaissent des crises cardiaques à un rythme sans précédent. Aux États-Unis, le pourcentage de personnes âgées de 40 ans qui souffrent aujourd'hui de maladies cardiovasculaires est aussi élevé que celui des personnes âgées de 70 ans qui en souffraient en 1970. Près d'un quart des Américains âgés de 40 à 44 ans ont aujourd'hui une forme ou une autre de maladie cardiovasculaire. Et le danger pour les cœurs encore jeunes ne se limite pas aux athlètes. En 2005, des chercheurs des centres de contrôle des maladies qui ont étudié la santé des adolescents et des jeunes adultes de 15 à 34 ans ont découvert, à leur grande surprise, qu'entre 1989 et 1998, les taux de mort cardiaque subite chez les jeunes hommes avaient augmenté de 11% et chez les jeunes femmes de 30%, et que les taux de mortalité dus à une dilatation du cœur, à des troubles du rythme cardiaque, à une cardiopathie pulmonaire et une hypertension artérielle avaient également augmenté dans cette jeune population. Au XXIe siècle, cette tendance s'est poursuivie. Le nombre de crises cardiaques chez les Américains d'une vingtaine d'années a augmenté de 20% entre 1999 et 2006, et la mortalité due à l'ensemble des maladies cardiaques dans ce groupe d'âge a augmenté d'un tiers. En 2014, parmi les patients âgés de 35 à 74 ans qui ont été hospitalisés pour une crise cardiaque, un tiers avait moins de 54 ans. Les pays en développement ne sont pas mieux lotis. Ils ont en effet suivi les pays développés sur la voie de l'électrification et ils nous suivent encore plus rapidement vers l'adoption généralisée de la technologie du sans-fil. Les conséquences sont inévitables. Autrefois, les maladies cardiaques étaient sans incidence dans les pays à faible revenu. Elles sont aujourd'hui la première cause de mortalité des humains dans toutes les régions du monde, sauf une. En 2017, il n'y avait qu'en Afrique subsaharienne que les maladies cardiaques étaient encore devancées par les maladies, le sida et la pneumonie comme cause de mortalité. Malgré les milliards dépensés pour vaincre les maladies cardiaques, la communauté médicale continue de tâtonner dans le noir. Elle ne gagnera pas cette guerre
tant qu'elle ne reconnaîtra pas que le principal facteur à l'origine de cette pandémie depuis 150 ans est l'électrification du monde. Voilà les amis, merci pour votre patience concernant cette seconde partie de chapitre. Je vous recommande de reprendre le chapitre Cœur irritable depuis le début pour bien saisir la problématique. Problématique d'autant plus intrigante puisque depuis ces dernières semaines, nous assistons à une épidémie de crise cardiaque chez les sportifs, chez une population jeune d'autant plus, ce que souligne ce même chapitre en son commencement, quand l'auteur fait référence à une augmentation constante de ces types d'incidents, mise en relation avec une diffusion grandissante d'ondes artificielles. Dans le prochain chapitre, il sera question du diabète. Merci pour votre écoute. Bonne journée, bonne soirée à vous. Salut.